Donc, allons-y avec le concept 3.4. Là, sous la courbe et les intégrales. Donc, une petite mise en contexte. On sait comment passer de position jusqu'à vitesse et jusqu'à accélération. Si on a une équation du type Sx est égal à 3t au carré plus 4t, bien on sait que l'équation via la dérivée va me donner 6t plus 4 pour la vitesse et 6 pour l'accélération. Et que si j'avais un graphique, je n'aurais qu'à faire des petites tangentes pour être en mesure de trouver mes vitesses. Et je prendrai la tangente de ce graphique pour trouver le graphique de l'accélération. Maintenant, que se passe-t-il si je souhaiterais faire le chemin contraire? Si j'avais l'équation ou le graphique d'accélération et je souhaitais revenir vers l'avant pour obtenir celui de la position. Eh bien, je vais faire dans un premier temps ce qu'on appelle l'aire sous la courbe pour les graphiques. C'est-à-dire que si j'ai un graphique vitesse en fonction du temps, comme celui-ci, et que je sais que c'est vitesse en mètres par seconde en fonction du temps, si je voulais revenir vers l'arrière pour aller chercher ma position, je devrais faire ce qu'on appelle l'aire sous la courbe. Donc, pour un intervalle de temps, on va appeler delta t de là à là, je vais donc aller mesurer l'équivalent de l'air sous ma courbe ici en noir. Tout ça ici. Pourquoi? Parce que lorsque je fais l'air sous la courbe, je me fais ce côté-là fois ce côté-là, dans un certain sens, ce qui équivaut à faire la vitesse ici, fois le temps. Et vitesse fois le temps va me donner le déplacement, qui correspond à revenir en arrière. Bon, évidemment, si j'ai une fonction comme ça, il me sera plus difficile de trouver l'aire sous la courbe. Je devrais donc y aller en fonction de la forme géométrique. J'aurai donc ici ma petite base, ma grande base, fois ma hauteur divisé par 2, qui me donnerait l'aire d'un losange. À quoi correspond mon aire ici? Bien, elle correspond à ma vitesse initiale. À quoi correspond ma valeur ici? Correspond à ma vitesse finale en termes de hauteur. Et ma largeur ici de mon trapèze correspond à mon intervalle de temps. Et je divise par 2. Le résultat ici sera donc mon déplacement, mais non pas ma position, mais mon déplacement entre le temps initial et le temps final. Donc, si je me suis déplacé de 50 mètres entre ces deux temps-là, je devrais regarder où j'ai commencé ma position initiale et j'y rajouterai 50 mètres pour savoir où sera ma position finale. Évidemment, si j'ai un graphique linéaire, c'est facile, mais si j'ai un graphique sous forme de courbe, je ne pourrai pas directement calculer. Je vais donc faire un assemblage de formules géométriques qui va me permettre de trouver l'aire sous la courbe et en faire une approximation. Donc, si par exemple je souhaite la déterminer sur cet intervalle de temps ici, eh bien, je vais faire plusieurs triangles. Je vais calculer l'aire de chacun des triangles, plus ici un aire d'un petit triangle, plus ici un aire d'un autre petit triangle. Et le résultat complet me donnera le déplacement. Si ceci avait été non pas une vitesse, mais plutôt une accélération, ce que j'aurais mesuré comme l'aire sur la courbe aurait été ce qui aurait été
avant, soit donc la vitesse. Et si c'est vitesse, ben, qu'est-ce qu'il y a avant vitesse? Il y a le déplacement. Comment est-ce que je fais pour le faire au niveau de mon équation? Ben, si j'ai une équation du type ma vitesse finale est égale à 3t au carré plus 5t, ben, je n'aurai pas le choix de procéder par l'autre valeur, l'autre procédure mathématique, pardon, qui s'appelle le calcul intégral. Je devrais donc trouver ma fonction primitive, donc f de vf, primitive pour dire ma fonction avant qu'elle soit dérivée. Je vais venir insérer le symbole de l'intégrale, 3t plus 5t. Et je vais venir faire l'opération contraire, en division. Ce qui veut dire que ma fonction primitive de vf va être égale à 3, toujours, t 2 plus 1, 3, divisé par mon nouvel exposant, 3. Et vous avez compris que les 3 vont s'annuler. Dans le cas ici de mon 5t est exposant 1, je vais y rajouter 1 plus 1. Et je vais venir diviser mon t par mon nouvel exposant. Donc mon 5 ne change pas, ça devient 5t2 divisé par 2. J'élimine mon 5 ici pour le remplacer par position S de f va être égal à t cube plus 2.5 t au carré. Pourquoi S de f? Parce que c'est ma fonction primitive. Qu'est-ce qui vient avant la vitesse? Ma position finale. Cependant, il faut que je rajoute une constante. Pourquoi rajouter une constante? Ben parce que lorsque je dérivais une constante, la dérivée par exemple de 5 me donnait 0. Cependant, il n'y a rien qui ne me dit pas qu'il y a une constante ici qui était quelque part, que lorsque j'ai dérivé, ça a donné 0. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, je vais devoir supposer que j'ai une constante qui se rajoute suite à mon intégration. Important de comprendre, cette intégrale-là vaut toujours le paramètre initial. Ce qui veut dire que si j'ai intégré une équation de vitesse pour obtenir mon équation de position, ma constante, mon plus CST, va donc être sa position initiale. Si j'ai intégré plutôt une équation d'accélération vers une équation de vitesse, eh bien là, ma CST dans mon équation de vitesse n'a rien à voir avec ma position, mais sera plutôt ma vitesse initiale. Il faut donc que j'analyse le problème que je suis en train de faire et voir si dans le libellé du problème, il ne serait pas mention justement de paramètre initial. Et s'il y a mention, eh bien je le rajouterai à mon équation et je continuerai dans le fond à intégrer directement la valeur. Donc si par exemple j'avais une équation ici qui, lorsque j'intégrais, me donnait l'équation de ma vitesse, me donnait vitesse finale est égale à 5t plus ma vitesse initiale de 4, eh bien, lorsque je vais vouloir intégrer une deuxième fois pour trouver mon équation de la position, je devrais tenir compte du 4 ici. Et ça me donnera à ce moment-ci 5t carré sur 2 plus 4t. Pourquoi 4t? Parce que si je dérivais 4t, le t disparaîtrait, ça me donnerait plus 4. Donc, si j'ai 4 et j'intègre, j'y ferai apparaître le t comme variable.